Quand je me suis marié, mes parents ont découvert que j'avais hérité de 3 appartements de mon grand-père. Ils ont exigé que j'en donne 2 à mon frère. Quand j'ai refusé, mon père m'a giflé. Quand les gens parlent de famille, ils imaginent généralement des câlins chaleureux, des barbecues dans le jardin et ces photos ringardes en pyjama assorties à Noël. Ma famille, c'était plutôt une version grandeur nature de Succession, mais avec moins d'argent et plus de droits. Je n'ai jamais eu l'expérience de l'enfant chéri. C'était mon frère, Antoine, ou comme mes parents l'appelaient, notre petit génie. Il a une fois réinitialisé le routeur Wi-Fi sans pleurer, et ils ont agi comme s'il avait guéri le cancer. Pendant ce temps, j'ai eu une retenue en seconde. Et ma mère a dit dans la discussion de groupe familial que je traversais une phase rebelle. En grandissant, je me suis toujours senti comme un bruit de fond, invisible jusqu'à ce qu'on ait besoin de moi, comme le lave-vaisselle ou un chargeur de rechange. Mais il y avait une personne qui me voyait, mon grand-père. Grand-père Maxime était de la vieille école, le genre d'homme qui portait la même montre pendant 40 ans, buvait son café noir et pensait que TikTok était un tic nerveux. Mais il me comprenait. Il ne me parlait pas de haut, ne me comparait pas à Antoine, et n'utilisait pas mon existence comme un avertissement lors des dîners de famille. Quand j'étais enfant, il me faufilait dans les quincailleries juste pour avoir de la compagnie. Et puis il m'apprenait à réparer des choses dans la maison. Quand j'ai échoué en mathématiques en 3e, il n'a pas crié. Il m'a appris à gérer un budget et a dit, ça, c'est des maths qui comptent. Et quand il est mort, il m'a laissé 3 appartements. 3, pas départ, pas une propriété partielle, pas en fiducie, des propriétés entièrement possédées, parce que, comme le disait son testament, j'étais la seule de la famille à l'avoir jamais traité comme un être humain et non comme un distributeur automatique. Oui. La lecture du testament a été la première fois que j'ai vu mes parents stupéfaits. Elle s'est déroulée dans un petit bureau d'avocat rigide qui sentait le nettoyant citronné et les traumatismes générationnels. Ma mère n'arrêtait pas de cligner des yeux comme si les lumières étaient trop vives et la mâchoire de mon père a tressailli lorsque l'avocat a dit que j'avais hérité de tout ce qui concernait le logement. Aucune mention d'Antoine. Pas de partage équitable. Juste, à ma petite fille qui me rendait visite chaque semaine, m'aidait avec mes médicaments et réparait mon évier qui fuyait, je laisse les appartements de la rue des Tilleuls, de l'avenue des Roses et de l'impasse du Boulanger. Silence. Puis ma mère a poussé un son de chat mourant et a dit, il doit y avoir une erreur. Spoiler, il n'y en avait pas. L'avocat, qui n'avait aucune patience pour les bêtises, a simplement tapé à nouveau sur le document et a dit, Monsieur Maxime Dubois a amendé son testament 6 mois avant son décès. Il est valide, notarié et attesté. Aucune erreur. Mon père s'est tourné vers moi, le visage rouge, et a dit, tu étais au courant? J'ai secoué la tête. Non. Je l'ai découvert en même temps que vous, ce qui, soit dit en passant, était vrai. Je n'avais aucune idée. Grand-père n'avait jamais dit un mot. Il continuait juste à me donner des tournevis et de la soupe maison jusqu'au jour où il ne s'est plus réveillé. Un instant, la pièce est restée silencieuse. Et puis, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, ma mère a murmuré, ce n'est pas juste. Tu ne devrais pas tout garder. Tu dois partager. Ah, oui. Voilà. Le crescendo du droit. Tu dois donner au moins un des appartements à Antoine, a-t-elle ajouté comme si elle m'offrait un conseil amical. Il lance son entreprise. D'accord, j'ai dit lentement. L'entreprise dont il parle sans cesse sur Twitter mais qu'il n'a pas lancée? Celle-là? Mon père a claqué sa main sur la table. C'est la famille. Tu ne thésaurises pas face à ta famille. J'ai cligné des yeux. Tu veux dire comme la façon dont tu as thésaurisé l'argent des cadeaux d'anniversaire de grand-père chaque année quand j'étais petite? Oui, j'y suis allé. J'en avais marre de jouer les gentilles. Ils n'ont pas aimé ça. Après la lecture, nous sommes tous partis en silence. Mais cette nuit-là, j'ai reçu un message de groupe délicieusement déséquilibré. Maman, nous espérons que tu reconsidéreras et feras la bonne chose. Papa, si tu ne le fais pas, nous serons contraints d'explorer des options légales. Antoine, donne-moi juste 2 d'entre eux. Tu n'as pas besoin des 3. Sois juste. Oui, Antoine, sois juste comme quand tu as percuté la voiture de grand-père et que tu m'as blâmé, et que j'ai été puni pendant 1 mois. Ma réponse, rien. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'avais peur.
Je ne voulais juste pas gaspiller des mots avec des gens qui ne se souviennent de mon existence que lorsqu'il y a des biens immobiliers en jeu. Mais ce silence les a exaspérés. Le lendemain, mon père s'est présenté à mon appartement sans y être invité, frappant à la porte comme un collecteur de dettes. Quand j'ai ouvert, il n'a même pas dit bonjour. Il m'a juste regardé avec ce regard glacial et a dit, soit tu donnes 2 des appartements à Antoine, soit nous t'emmènerons au tribunal. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et puis il m'a giflé. Une claque pleine main, joue rouge, une vieille gifle de feuilleton. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé dans les yeux et j'ai dit, on se voit au tribunal alors. Il n'a pas répondu. Il s'est juste retourné et est parti comme un homme qui réalise que le distributeur automatique vient d'appeler la sécurité. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, et enfin, je me suis permis de tout ressentir. Le choc, la trahison, le chagrin. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un avocat. Que les jeux commencent. Les nouvelles se propagent vite dans les familles, surtout quand l'immobilier est en jeu. En 48 heures après la lecture du testament, j'avais 3 messages vocaux, 2 SMS de proches que je n'avais pas vus depuis ma dernière rougeole et un email très dramatique de ma tante Janine avec l'objet « Une famille divisée est un cœur brisé, brisé ». Son message, en majuscule, disait « Nous devons parler ». Ton grand-père serait dégoûté par cette avidité. Amusant, considérant qu'elle ne lui avait même pas rendu visite à l'hôpital. Mais bien sûr, tante Janine, parle-moi de morale. Ça ne s'est pas arrêté là. Mes parents m'ont invité à une réunion de famille chez eux. Je suis venu par curiosité, surtout parce que mon thérapeute avait dit que faire face à l'inconfort était un signe de croissance. Ils avaient aménagé le salon comme un tribunal. Je ne plaisante pas, il y avait un dossier d'options alternatives sur la table basse, et ma mère serrait un verset biblique imprimé comme s'il s'agissait de la pièce à conviction à « Je veux juste la paix », a-t-elle dit, retenant des larmes manifestement fausses. « Je veux revoir notre famille unie », a ajouté papa. Mais cela ne peut pas arriver à moins que tu ne fasses ce qui est juste. Juste. Traduction, donne ton héritage au fils que nous aimons vraiment. J'ai calmement expliqué pour la 12e fois que le testament était définitif, légal et entièrement le choix de grand-père Maxime. Il me les a laissés parce que je m'occupais de lui. Vous ne l'avez même pas appelé la semaine où il est tombé. Silence. Puis ma mère a lâché, mais nous sommes les parents. Tu ne peux pas sérieusement envisager de tout garder alors que ton frère a du mal à lancer sa start-up. Antoine, assis sur le canapé comme un sultan qui aurait été dérangé, a levé les yeux de son téléphone. Oui, enfin, tu en as 3. Donne-moi en juste 2. Je me suis tourné lentement vers lui. Tu t'entends? C'est comme si je disais que tu as 2 reins, donne-m'en un. Il a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu es toujours si dramatique. C'est là que j'ai craqué. Pas bruyamment, pas de manière explosive, mais avec une sorte de rage tranquille qui rend les gens nerveux. Tu ne lui as jamais rendu visite. Tu n'as pas nettoyé ses médicaments quand il les a laissés tomber. Tu ne l'as pas emmené chez le médecin. Moi, oui. Alors tu n'as pas le droit de t'asseoir ici et de te plaindre de l'équité maintenant. Mon père a claqué. Ça suffit. Non, j'ai dit, ce qui suffit, c'est de prétendre que c'est une question d'équité et non vos égos blessés. Puis je me suis levé, j'ai pris le dossier d'options alternatives et je l'ai jeté à la poubelle. Alors que je me retournais pour partir, ma mère a sifflé, ce n'est pas fini. Et juste comme ça ne l'était pas. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un avocat. Leur avocat? Mes parents contestaient le testament. Oui. Ils allaient réellement me poursuivre en justice, leur propre enfant, pour 3 appartements que j'avais légalement hérités parce qu'ils croyaient qu'une partie leur était due. Non pas parce qu'ils avaient besoin d'un logement, mais parce que, dans leur esprit, je ne le méritais pas seul. Et voici le clou du spectacle. Ils utilisaient l'argument que grand-père Maxime était en déclin mental lorsqu'il avait modifié le testament. C'est exact. L'homme qu'ils avaient autrefois loué comme étant toujours aussi vif était maintenant, selon leur équipe juridique, pas sain d'esprit quand il m'avait tout donné. Alors, j'ai fait ce que toute personne avec un pouls et un accès à Google ferait. J'ai appelé mon propre avocat. Et elle, que son cœur coûteux et terrifiant soit béni, a dit, ils vont perdre. Ce testament est blindé.
Mais vous allez passer un sacré moment. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai immédiatement eu une migraine si forte que j'ai dû m'allonger dans le noir. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voyais enfin tout pour ce que c'était. Il ne se souciait pas de moi. Il ne se souciait que de ce que j'avais. Il s'avère que lorsque vos parents vous poursuivent, il n'y a pas de période de grâce ou de séance de thérapie familiale pour arranger les choses. Juste de la paperasse légale froide livrée dans une enveloppe manie avec un tampon qui aurait aussi bien pu dire « Félicitations, votre famille est maintenant une transaction commerciale ». La plainte formelle affirmait que j'avais indûment influencé grand-père Maxime, que j'avais manipulé un homme âgé à mes propres fins et que je retenais la propriété familiale. Cela se lisait comme une mauvaise fanfiction, sauf que j'étais le méchant, et le rebondissement était que mes propres parents croyaient réellement à ce non-sens. J'ai appelé mon avocate, Sophie, et j'ai dit, c'est une blague. Elle a répondu, oh, ma chérie, non, mais nous allons en faire une. Sophie était une ancienne avocate d'affaires redoutable qui se spécialisait maintenant dans les litiges successoraux. Elle avait un rire rocailleux et une attitude qui criait, essayez-moi. En une semaine, elle avait déjà rassemblé les dossiers médicaux de grand-père, interviewé le notaire qui avait attesté le testament, et retrouvé 2 des voisins de grand-père qui ont attesté qu'il était plus cohérent que les présentateurs de journaux télévisés. Votre famille veut la guerre, m'a dit Sophie. Mais ils apportent des pistolets nerfs. Pourtant, cela n'a pas arrêté le coup émotionnel. Je ne pouvais pas dormir. Mon estomac était un désordre. Je n'arrêtais pas de douter de tout. Étais-je cupide? Étais-je censé partager l'héritage juste pour maintenir la paix? Puis Sophie m'a envoyé une vidéo, un clip qu'elle avait déterré de l'ancien téléphone de grand-père que j'avais oublié que nous avions sauvegardé. Dedans, je l'aide à faire de la soupe. Nourrions. Il dit clairement, si quelqu'un demande, je te laisse les appartements parce que tu es la seule qui me rende visite sans avoir besoin de quelque chose. J'ai ri, puis j'ai pleuré, puis je l'ai regardé 3 fois de plus en mangeant des céréales directement dans la boîte comme un raton laveur divorcé. Le lendemain, Sophie a transmis cette vidéo à leur avocat. La réponse, le silence radio, jusqu'à ce qu'Antoine, brave petit soldat qu'il est, décide de me contacter directement par SMS. Antoine, tu sais que tu déchires cette famille à cause de quelques bâtiments, n'est-ce pas? Moi, non. La pourriture a commencé bien avant moi. Je suis juste la première à avoir arrêté de prétendre que ce n'était pas de la moisissure. Il n'a pas répondu. Mais ma mère l'a fait. Elle a appelé, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche n'étaient ni bonjour, ni comment vas-tu, ni je suis désolé. C'était, tu nous embarrasses. J'ai dit, bien. J'espère que ça laissera une marque. Elle a essayé de faire passer ça, a dit que cette poursuite n'était pas personnelle, qu'il suivait juste des conseils, que peut-être je comprendrai un jour quand j'aurai des enfants, n'est-ce pas? Parce que je vais certainement élever mes futurs enfants à se poursuivre en justice jusqu'à la soumission. Je lui ai dit platement, j'en ai fini de défendre mon droit à être traité avec une décence humaine élémentaire. Elle a raccroché. La semaine suivante fut un tourbillon de préparation au tribunal. Sophie et moi avons rencontré une assistante juridique qui m'a préparé pour mon témoignage. Elle m'a demandé à quel point j'étais proche de grand-père. Je lui ai raconté la fois où nous avions reconstruit le grille-pain parce que je voulais apprendre. Il avait dit que la vraie valeur n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu enseignes. Elle a souri et a dit, ça passera bien au tribunal. Pendant ce temps, mes parents ont commencé à chuchoter dans la famille élargie. Soudain, des cousins éloignés apparaissaient dans ma boîte de réception en disant des choses comme « Je ne veux pas prendre parti, mais… » Et peut-être devrais-tu réfléchir à ce que grand-père voulait vraiment. Oh, vous voulez dire l'homme qui a littéralement écrit ce qu'il voulait, l'a signé et l'a fait noter devant témoins. Ce type-là? Je les ai ignorés. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. Je rêvais d'une vie meilleure, une vie où je pourrais peut-être prendre ma retraite tôt ou louer ces appartements et vivre simplement, libéré du stress financier qui hantait la majeure partie de mes 20 ans. Maintenant, chaque plan semblait enfoui sous ce brouillard de trahison. Je continuais à travailler, à manger, à respirer. Mais la nuit, je restais au lit, me demandant s'ils gagnaient, si le tribunal se rangeait de leur côté, qu'est-ce que cela disait de la justice? Qu'est-ce que cela disait de la famille? Et qu'est-ce que cela disait de moi?
Le tribunal ressemblait exactement à toutes les drames judiciaires de jour. Des bancs en bois, des planchers grinçants et une juge qui semblait en permanence blasée. Je suis entré vêtu de ma tenue d'adulte la plus responsable, blazer marine, chemise repassée, aucune tache de pizza. Pendant ce temps, Antoine portait des lunettes de soleil à l'intérieur et un blazer avec des coudières. Je suppose qu'il pensait qu'il jouait dans le Suits. Je me suis assise à côté de Sophie, qui avait un bloc-notes jaune, 4 stylos et une expression faciale qui disait « Ces gens sont des amateurs ». Mes parents étaient déjà assis à l'autre table avec leur avocat, un type qui avait l'air de pratiquer le droit depuis une camionnette. Au moment où je suis entré, ma mère a refusé de me regarder. Mon père m'a fait ce visage vide et déçu de père, vous savez, comme si je venais de rayer sa décapotable de crise de la quarantaine. La juge Dubois est entrée. Elle était vive, directe et rayonnait, je ne tolérerai pas de bêtises avant le déjeuner. Les débats ont commencé. Leur avocat, appelons-le monsieur droit discount, a ouvert avec une déclaration sur la manipulation émotionnelle et la répartition inéquitable des biens familiaux. Il a même utilisé la phrase « aveuglé par l'affection ». Sophie s'est levée, aussi froide qu'un lac gelé, et a répondu « Nous avons des vidéos, des SMS et de multiples témoins que c'était le souhait explicite et légalement enregistré du défunt. Il n'y a eu aucune coercition. Il y a simplement eu honnêteté. » Puis vint la partie des témoins. Ma mère a pris la barre et a immédiatement commencé à faire ce qu'elle fait de mieux, la comédie. Elle a reniflé, s'est tamponné les yeux avec un mouchoir qui ne s'est mystérieusement jamais mouillé. Elle a dit, nous ne savions juste pas qu'il avait changé le testament. Puis elle a lâché la phrase, j'ai toujours supposé que nous serions pris en charge. Nous sommes ses enfants. La juge s'est penchée. Avez-vous contribué financièrement aux soins de monsieur Dubois? Maman a cligné des yeux. Eh bien, non, mais nous lui rendions visite. Sophie a coupé court, votre honneur, puis-je présenter le registre des visites de l'infirmière d'aide à domicile de monsieur Dubois? Elle a remis les documents. Spoiler, il n'avait pas visité depuis plus de 8 mois. Ensuite, Antoine. Il s'est pavané jusqu'à la barre comme s'il auditionnait pour un documentaire sur les startups technologiques. Il a parlé de sa future entreprise et de la façon dont elle était sur le point d'obtenir un financement de démarrage. Il a dit, et je cite, « Avoir accès à des biens immobiliers me permettrait de créer une richesse générationnelle pour notre famille. » La juge a demandé, « Avez-vous eu une relation étroite avec votre grand-père » Antoine a dit, « On s'envoyait des SMS parfois. » J'ai dû me couvrir la bouche pour ne pas éclater de rire. Puis ce fut mon tour. Je n'étais pas théâtral. Je n'étais même pas ému. J'ai juste dit la vérité sur la façon dont j'avais emmené grand-père Maxime à chaque consultation. Sur nos samedis de soupe. Sur le jour où il m'avait regardé dans les yeux et dit, « Je ne fais confiance à personne d'autre pour prendre soin de ce que j'ai construit. » Sophie a conclu en diffusant notre vidéo. Celle où il disait que j'étais la seule à ne jamais l'avoir traité comme un fardeau. Ma mère a sangloté, non pas de tristesse, mais de réalisation. La juge a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, « Il n'y a aucune preuve de fraude ou de coercition. Le testament est inattaquable. L'héritage est maintenu. » Coup de marteau. Affaire classée. Mon père a marmonné quelque chose sous sa respiration. Ma mère est devenue rouge. Antoine. Il est parti avant même que la juge ne quitte la salle. Dehors, Sophie m'a fait un sourire en coin et a dit, « Je vous l'avais dit. » Des pistolets nerfs. Je suis resté là, sur les marches du palais de justice, épuisé et vide. J'avais gagné. Mais ça n'avait pas l'air d'une victoire. Ça ressemblait à des funérailles pour les quelques restes de famille que j'avais encore. La victoire au tribunal aurait dû sonner comme la fin, mais ce ne fut pas le cas. Ce n'était que la fin de la bataille formelle. Ce qui a suivi fut un lent et désespéré filet de culpabilité, de manipulation et de plus de membres de la famille sortant du bois comme des cafards après une panne de courant. Je ne suis pas rentré chez moi pour célébrer. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé du thé et j'ai regardé mon téléphone comme s'il me devait des réponses. J'avais 3 appels manqués de ma sœur Chloé et un message qui disait « Peut-on parler ? Je veux juste comprendre ton point de vue. » Vraiment ? Mon point de vue. Comme si c'était un malentendu mesquin sur qui avait emprunté le chemisier de maman au lycée. Chloé avait été absente pendant la majeure partie de tout cela. Elle était toujours trop occupée,
sauf à Thanksgiving où elle apparaissait toujours juste à temps pour la tarte et l'agression passive. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois et maintenant, tout à coup, elle était curieuse. J'ai ignoré le premier message, alors elle a réessayé, je pense que c'est cruel de ta part de profiter de ça. Tu t'isoles de la famille qui t'a élevé. Oh, maintenant on appelle ça l'élever. Quand j'avais 16 ans et que j'avais besoin d'un trajet pour mon travail à temps partiel, elle m'a dit, je ne suis pas ton Uber. Quand grand-père Maxime était à l'hôpital, elle a dit, je ne fais pas les lits de mort. Et soudain, c'est moi l'égoïste. Puis est venu le message de ma cousine Léa, la coursière de potins officieuse de la famille. Salut, j'ai entendu parler de l'histoire des appartements. Je voulais juste dire que je comprends tout à fait. Mais aussi, tu pourrais juste en donner un à Antoine. Il est dans une mauvaise passe. Oui, il est dans une mauvaise passe parce qu'il a créé une start-up sans véritable start-up. Je n'ai pas eu 3 appartements pour le plaisir. Je les ai eus parce que j'ai gagné la confiance de grand-père Maxime. Pourtant, je n'ai pas répondu. Alors Chloé a appelé. J'ai laissé aller au répondeur. Sa voix était sirupeuse de déception. Tu rends ça vraiment difficile, tu sais. Je sais que maman et papa ont eu tort de poursuivre, mais allez. 3 appartements. Tu n'as même pas besoin de tous. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. C'était ça que personne ne semblait comprendre. Ce n'était pas une question de bâtiment. C'était une question de choix. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'avait choisi. Pas Antoine, pas Chloé, moi. Et il ne pouvait pas le supporter. Parce que si je méritais quelque chose, alors peut-être s'était-il trompé sur moi depuis le début. Cette nuit-là, je me suis assise au milieu de l'appartement de la rue des Tilleuls, le plus petit, entouré de pots de peinture, de contenants de plats à emporter et de l'écho amer du silence familial. L'endroit était vieux, courant d'air et sentait faiblement le regret et les cornichons. Mais c'était le mien, et j'allais le rendre magnifique. Je n'ai répondu à personne cette semaine-là. Au lieu de cela, je me suis lancé dans les rénovations. J'ai appris à réparer le placo grâce à YouTube. J'ai appris à purger les radiateurs. J'ai appris que la colle à carrelage, c'est pratiquement le divorce en seau. Mais pour chaque meuble de travers que je réparais, je me sentais plus ancré. Chaque pièce que je peignais, c'était comme si j'enlevais un peu plus de leur jugement. Pendant ce temps, la campagne de dénigrement continuait. La nouvelle s'est répandue dans la famille élargie. Grande-tante Linda m'a envoyé un message sur Facebook, confuse quant à ce qui s'était passé. Apparemment, mes parents avaient dit à tout le monde que j'avais manipulé un homme mourant et l'avais pressé de couper ses enfants. Je lui ai envoyé une capture d'écran du testament. Pas de réponse. Puis j'ai reçu un DM d'un ancien voisin. Ta mère a dit que tu avais falsifié les documents. Est-ce vrai? J'ai ri si fort que j'ai laissé tomber mon rouleau de peinture. Il s'accrochait. Quand la vérité ne les arrangeait pas, ils la réécrivaient. C'était leur super pouvoir. J'ai envisagé de tenir une conférence de presse juste pour lire le testament à haute voix, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste continué à rénover, à guérir, et lentement mon téléphone a cessé de vibrer. Le silence est revenu. Pas le genre de silence solitaire, mais le genre de paix. Le genre qui ressemble à une porte verrouillée entre moi et tous ceux qui m'avaient fait me sentir petite. Au bout de 2 mois de rénovation, mes mains étaient calleuses, mon dos me faisait souffrir et j'avais une couche permanente de peinture sous les ongles. Mais j'étais heureuse. Enfin, pas heureuse. Plus comme émotionnellement stable ou pour la première fois depuis l'enfance. Heureuse. Les appartements étaient devenus ma thérapie. Je me suis investi dans chaque recoin. Gratter du papier peint, recabler des prises, regarder beaucoup trop de vidéos de bricolage qui commençaient par « Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne ». J'ai transformé ce chaos en confort. Un carreau, un luminaire, une charnière de placard récalcitrante à la fois. Mais apparemment, les progrès rendaient mes parents irritables. C'est alors qu'ils ont changé de tactique, passant des menaces légales à une véritable fête de la pitié publique. Je l'ai découvert par une cousine qui me suit toujours sur Instagram. Elle m'a envoyé une capture d'écran d'un message Facebook de ma mère. Certains héritent de la richesse, d'autres héritent de la gentillesse. Nous avons élevé nos enfants à valoriser la famille. Le cœur brisé de voir comment certains choisissent d'oublier.
Le cœur brisé. Bien sûr, elle avait le cœur brisé comme un moustique a le cœur brisé quand on le chasse. Mais ce qui m'a vraiment agacé, ce n'était pas la fausse tristesse. C'était le nombre de personnes qui l'ont cru. Des dizaines de commentaires. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez bien élevé vos enfants, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Parfois, l'argent change les gens. L'argent ne m'a pas changé. Ils n'ont simplement jamais su qui j'étais quand l'argent n'était pas en jeu. Et comme je n'ai pas publié de capture d'écran du testament ou filmé une visite TikTok de mes cicatrices émotionnelles, ils ont rempli les blancs eux-mêmes. Cette même semaine, ma mère a appelé et laissé un autre message vocal. Elle a commencé par « Tu as bien rigolé. Tu as fini de nous punir maintenant ?» Comme si guérir sans eux était un acte de guerre. J'ai enregistré le message dans un dossier intitulé « Archives délirantes ». Mais voici la partie la plus étrange. Tout le monde ne m'a pas tourné le dos. De nulle part, j'ai reçu un email de ma tante, la sœur de mon père, que je connaissais à peine en dehors des dîners de vacances gênants. Objet, je viens de tout entendre. Peut-on parler? Je l'ai fixée pendant 10 minutes. Puis je l'ai ouverte. Ce n'était pas long, juste quelques paragraphes, mais ça en disait plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Elle m'a raconté comment elle était allée voir l'ancienne infirmière de grand-père juste pour avoir toute l'histoire. Comment elle avait appris mes allers-retours à l'hôpital, mes courses, et comment j'avais apparemment une fois réparé le pied du fauteuil préféré de grand-père avec une cuillère et du ruban adhésif. Il appelait ça le meuble MacJV, a-t-elle dit. J'ai cru tes parents parce qu'ils sont bruyants, mais maintenant je sais mieux. Et je suis désolé. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Mais j'ai répondu. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café la semaine suivante. Terrain neutre, pas d'invité surprise. Elle est arrivée avec une vieille photo de moi et grand-père en train de pêcher. J'avais peut-être 10 ans, j'étais brûlée par le soleil et rayonnante tandis qu'il tenait une truite molle et peu impressionnée. J'ai trouvé ça dans une boîte que ton père allait jeter, a-t-elle dit. Je pensais que tu devrais la voir. C'est là que j'ai pleuré. Ce n'était pas à cause de la photo. C'était l'acte simple de quelqu'un qui choisissait de reconnaître ce qui s'était passé sans rien demander en retour. Elle ne voulait pas un appartement. Elle ne voulait pas jouer les thérapeutes. Elle voulait juste que je sache que je n'étais pas seul. Cette nuit-là, j'ai accroché la photo dans le couloir de l'appartement de l'impasse du boulanger, juste près de l'entrée, parce qu'elle ne me rappelait pas seulement grand-père. Elle me rappelait moi, l'enfant qui avait toujours été bien. Même quand personne ne le remarquait. 1 an plus tard, les appartements étaient terminés, rénovés, loués, fonctionnant comme une machine bien huilée. J'étais passé d'esquiver des messages vocaux culpabilisants à signer des baux et à apprendre ce que signifiait réellement l'expression loyer au prorata. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien de tel que de voir des revenus passifs arriver sur votre compte en sirotant un café chez soi. Je n'étais pas riche, mais j'étais enfin stable et en paix. Oui, j'avais ça aussi, jusqu'à ce qu'il revienne. Cela a commencé par une carte d'anniversaire. Pas d'adresse de retour, juste une enveloppe pastel glissée dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, une carte de vœux générique qui disait « Les familles se disputent, mais l'amour demeure ». Gribouillé en bas, l'écriture familière de maman « Tu nous manques ». Recommençons. Pas d'excuses, aucune mention de la poursuite, juste un doux relooking de la trahison en un petit désaccord. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, papa m'a envoyé un email depuis un compte qu'il avait clairement créé juste pour l'occasion. Papa. Désolé. Le message était un seul paragraphe. Nous avons eu le temps de réfléchir. Peut-être n'avons-nous pas géré les choses correctement, mais ta mère a des problèmes de santé, et ça nous ferait beaucoup de bien si tu venais la voir. La famille compte plus que l'argent. Je l'ai lu 5 fois. Et puis, comme une horloge, Antoine a envoyé un SMS, Antoine, ils ne vont pas bien. Allez, ne sois pas froide. Pour toujours. Pour toujours? Cela faisait 1 an qu'il m'avait traîné en justice et avait essayé d'effacer la dernière chose que grand-père Maxime m'avait donnée. Et maintenant que je m'en sortais bien, maintenant que les appartements étaient rentables et que je n'avais pas besoin d'eux, soudain, j'étais froide. J'ai hésité à les ignorer. Mais Sophie, mon avocate devenue coach de vie, a eu une meilleure idée. Elle a dit, parfois,
La meilleure façon de faire taire les menteurs est de leur donner la vérité qu'ils ne peuvent pas manipuler. Alors, j'ai écrit un email, un seul message envoyé à tous les trois. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas fait de rage. Je n'ai pas culpabilisé. Je leur ai juste rappelé les faits. Qu'ils n'avaient jamais rendu visite à grand-père pendant ces derniers mois. Qu'ils m'avaient poursuivi en utilisant de fausses allégations de déclin mental qui avaient été démenties au tribunal. Qu'ils m'avaient calomnié publiquement auprès de la famille et des amis. Qu'ils ne m'avaient recontacté que lorsqu'ils avaient réalisé que je n'avais pas seulement survécu. J'avais prospéré. J'ai terminé par ceci, vous n'avez pas perdu votre famille. Vous l'avez abandonnée. Je ne reconstruirai pas quelque chose que vous avez choisi de brûler. Veuillez ne plus me contacter. Et je le pensais. Ils ont répondu, bien sûr. Maman a envoyé une tempête de culpabilité dramatique de 4 paragraphes sur la façon dont les parents font des erreurs, comment elle aussi était blessée et comment le pardon est divin. Papa n'a pas écrit. Il a juste transféré l'email de maman avec l'objet « Écoute-la ». Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai organisé un dîner à l'appartement de l'impasse du boulanger, celui qu'il disait que je ne méritais pas, et j'ai invité ma tante, mes amis, mes locataires et même Sophie. Nous avons ri. Nous avons porté un toast aux scènes limites. Et à un moment donné, quelqu'un a demandé « Parlez-vous jamais à votre famille ?» Et j'ai dit avec le calme d'une personne qui connaît enfin sa valeur, « Oui. » Quand je me regarde dans le miroir. C'est étrange comme la paix se fait sentir quand elle apparaît enfin. Elle n'est pas bruyante. Elle n'organise pas de défilé. Elle ne crie pas « Vous l'avez fait » depuis les toits. Elle s'assoit juste à côté de vous un matin pendant que vous buvez votre café. Et vous réalisez que personne ne vous a rien demandé depuis des semaines. Personne n'a essayé de vous culpabiliser, de vous manipuler ou de transformer votre silence en cruauté. Ils sont partis, et ce qui reste est à moi. Les 3 appartements fonctionnent maintenant comme une horloge. Je les gère moi-même, non pas parce que je dois, mais parce que j'aime ça. Il y a quelque chose de beau à traverser des espaces que vous avez reconstruits de vos propres mains. Des endroits qui résonnaient autrefois de fantômes d'attente sont maintenant remplis de locataires qui sourient quand ils me croisent dans le couloir. L'un d'eux a même laissé une note autocollante sur sa porte qui disait « Meilleur propriétaire de tous les temps, émoticône sourire ». Après avoir réparé le robinet qui fuyait, je l'ai encadré. Chloé et Antoine n'ont pas repris contact. La dernière fois que j'ai entendu parler, Antoine est retourné vivre temporairement chez nos parents, ce qui est ironique étant donné qu'il m'avait dit un jour que l'âge adulte signifiait être autonome. Je suppose que les règles ne s'appliquent pas aux garçons en or quand le loyer est dû. Quant à mes parents, silence radio, pas d'appel, pas de mais, pas de lettre de pardon trempée dans une fausse humilité, juste un vide étrange et prétentieux. Mais je sais pourquoi. Vous voyez, quand des gens comme ça ne peuvent pas vous contrôler, ils prétendent que vous n'existez plus. Je suis devenu le mythe familial, le récit édifiant, l'ingrate, la voleuse, la traîtresse. Ils diront à quiconque écoute que je suis devenu froide, que j'ai coupé les ponts avec mon propre sang. Ce qu'ils ne diront pas, c'est que je leur ai donné toutes les chances de s'arrêter et qu'ils ont choisi la guerre. Et maintenant, j'ai choisi la paix. Le genre de paix qui vient en entrant chez soi. Non pas un cadeau, non pas un emprunt. Et savoir que chaque luminaire, chaque planche de plancher, chaque clé est à moi. Le genre de paix qui dit que vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à quiconque ne l'a pas vu depuis le début. Parfois, je visite la tombe de grand-père Maxime. Non pas par tristesse, mais juste pour le tenir informé. La dernière fois, je lui ai apporté une photo, l'un des appartements, fraîchement peint, le soleil filtrant à travers les fenêtres, une petite plante posée sur le rebord comme si l'espoir y avait grandi exprès. J'ai placé la photo à côté de la pierre tombale et j'ai dit, j'ai tenu votre promesse. Parce qu'il ne m'avait pas seulement donné des biens. Il m'avait donné un avenir. Il m'avait donné la vérité que l'amour ne se prouve pas par le sang, mais par celui qui est là quand c'est difficile. Et maintenant, chaque fois que quelqu'un me demande si je regrette de ne pas avoir fait la paix avec mes parents, je souris simplement et dis, je l'ai faite. J'ai fait la paix en ne les laissant pas revenir.